Alors tout a déjà été dit, et fort bien. Il me reste... je ne peux que dire mon accord plein et entier avec la vaste fresque que vient de brosser Rémi et que nous avons historiquement partagée. Mais la question qui nous est posée tout de même par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous? Quelle est notre possibilité d'action et d'intervention? Et à quoi ça sert un parti communiste, puisque c'est ça la question que nous nous sommes posée dans cette réunion. Alors, si je dis que j'ai partagé avec Rémi toute ce vaste panorama, c'est qu'effectivement nous nous rencontrons au moment où il y a la grande crise, si vous voulez, le parti subit l'effet de la fin de l'Union soviétique, de l'échec de l'Union soviétique et de l'effondrement, enfin, comme on parlait, et en quelque sorte, on va avoir une situation totalement paradoxale. C'est, je vais vous résumer la manière, donc quand j'ai essayé de me battre pour Cuba, je suis arrivé et j'ai dit ce peuple se bat, ce peuple résiste, il faut le soutenir. Henri Balbert, qui n'était pas le pire des hommes, m'a répondu: Daniel, tu es une romantique, dans 6 mois, ils sont à genoux, et nous, on va encore se prendre ça dans la gueule, c'est pas la peine, laissons-les tomber. C'était comme ça que ça s'est posé. Donc, en même temps, ils m'ont dit: Daniel, tu es une idéaliste, une romantique, et tu ne vois pas que ces gens sont complètement irrationnels, ne voient pas la réalité du monde. C'est fini, il faut en prendre dans notre parti. Ce que les Cubains m'ont enseigné, moi, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que j'ai tout de suite compris une chose à Cuba, et nous avons partagé ça avec Rémi, puisque nous étions ensemble, Rémi. Ce que j'ai découvert à Cuba, c'était justement la période spéciale, une situation totalement dramatique, où les gens ne savaient pas comment ils allaient manger. C'était absolument abominable. Et ce peuple a tenu bon et a résisté. Et là-dessus, ce que j'ai découvert, c'est que justement, quand vous voulez résister, il faut être très lucide et pas idéaliste. Parce qu'il faut savoir exactement sur quoi vous pouvez vous appuyer et sur quoi, ce qui cède. Donc, je n'ai jamais vu des gens aussi conscients et aussi, si vous voulez, conscients et convaincus de la nécessité qu'on était rentré dans une nouvelle période et pas de nostalgie, que les Cubains, quand ils ont été confrontés à cette situation de se retrouver seuls et de dire on continue. Cette attitude-là a été, personnellement, ça a été une des grandes leçons. Comment imaginer qu'un petit îlot perdu, qui a comme production le nickel et quelques bananes balayées par les vents, à 500 km des États-Unis, peut décider tout d'un coup qu'il est juste de résister. Et comment ils ont pu le faire partager à tout un peuple? Pourquoi? Alors, il me semble que à cette époque-là, j'ai eu quelqu'un que vous connaissez peut-être, Michel Vauvel, qui était l'historien de la Révolution française. Et Michel Vauvel m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, écoute, quand les rois reviennent en 1815, la Révolution française, comment apparaît-elle? Elle apparaît comme un échec politique, la terreur, la guillotine, et comme un échec économique, les assignats. Et regarde maintenant
tout le monde se réfère à la Révolution française, plus ou moins. Mais enfin, on est tous les héritiers, plus ou moins, de la Révolution française. Donc, tu ne sais pas la postérité des révolutions avant longtemps. J'entends du bruit, peut-être. Du calme, hein. Donc, si vous voulez, ce qui m'est apparu, c'est que le deuxième problème que je voudrais vous poser, donc par rapport à ça, toujours dans l'esprit, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être communiste dans cette période historique dans laquelle nous sommes? Donc, ça ne signifie pas être nostalgique, ça ne signifie, quand on veut résister, ça ne signifie pas être un grand idéaliste, ça signifie au contraire avoir une très grande lucidité et comprendre le monde tel qu'il est et pas tel qu'on le rêve. Ensuite, c'est se dire aussi que ce qui apparaît caractéristique, qui me paraît important, c'est le fait que ce qu'on a coutume d'appeler le temps de la chute de l'Union soviétique, c'est un temps relativement court face à la rébellion qui s'installe et qui est aujourd'hui, qui commence, qui monte. En 1991, donc, c'est la chute. Et nous avons une situation, tout le monde entier fait le gros dos. En quelque sorte, c'est la fin. Mais en 1994, nous avons la Corée, le Chiapas qui lutte contre l'Alqa, et la France en 1995. Ça va être un... Moi je me souviens, j'étais allé au Chiapas et tout le monde me parlait, me demandait la France, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez lutté en 1995, qui êtes-vous? Pourquoi vous avez fait ça alors que le monde entier, il y avait les Coréens du Sud qui avaient lancé un grand mouvement ouvrier aussi, les Chiapas et nous. En dehors de ça, le monde entier était complètement accablé. Donc, nous avons eu une accélération historique beaucoup plus grande que ce qu'on ne croit. Ce qu'on vient de nous décrire, dans le fond, depuis tout à l'heure, c'est le fait que le capitalisme où il en est, les conditions objectives sont réunies de son pourrissement et de son effondrement, mais ce qui manque, c'est les conditions subjectives et la prise de conscience par les classes sociales de leur propre rôle. Et à ce titre-là, il est évident que l'échec, ou ce qu'on nous a présenté, rabâché comme l'échec des pays socialistes, pèse d'un lourd poids. Alors, ce que je voudrais aussi, je vous donne des pistes, beaucoup plus qu'une démonstration, mais c'est les convictions que j'ai peu à peu acquises en essayant de voir sur le terrain la manière dont les peuples reprenaient le désir de lutter, ce que j'ai vu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les révolutions forment des séquences conscientes. Le lien doit être pris en compte dans toute étude de leurs résultats. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les legs peuvent être positifs comme peuvent être négatifs. Récemment, un journaliste russe, grâce à Marianne qui nous traduit tout, un journaliste russe de droite en Russie analysait le mouvement, la loi anti-Khomri. Et elle disait du mouvement, le mouvement anti-Khomri, vous voyez, et il disait la France, le titre de l'article était « La France conservera-t-elle ses acquis ?» Alors, ses acquis, entre guillemets. Ce qui a fait que les commentateurs, parce qu'il est très drôle, c'est la manière dont les gens commentent, il y a un débat très vivant sur toutes ces questions en Russie actuellement. Donc, il disait pourquoi ces acquis, entre guillemets, c'est de véritables acquis. Et le journaliste, qui était un homme de droite, concluait les partis de gauche, les syndicats, tout ça en France, c'est délité. Et ça s'est délité parce que tout y reposait sur l'existence de l'URSS. C'est non seulement la révolution bolchevique qui a été atteinte
avec la Russie, mais la Révolution française elle-même. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve en ce moment. Vous savez, il y a un grand débat en Russie sur l'état des lieux, le bilan de ce qu'est la Révolution d'octobre. C'est un énorme débat, et vous avez tout le monde qui intervient, qui fait des analyses, et là-dessus, et d'ailleurs très souvent en relation avec la Révolution chinoise. C'est-à-dire que le débat est triangulaire. Mais la Révolution française est toujours présente. Elle est toujours... D'ailleurs, c'est très... Si vous connaissez un peu, par exemple, il y a eu un film Francophonia qui est sorti dernièrement, qui racontait, c'est Soukourov, qui montrait comment Leningrad et le musée de l'Ermitage avaient été littéralement massacrés, tout avait été massacré à Leningrad, alors que, disait-il, vos cousins germains vous ont préservé à Paris. Ils ont été très gentils avec vous, les cousins germains. Avec nous, ils nous ont fait vivre le drame terrible, et il racontait qu'on avait trouvé une mère gelée avec son bébé dans les bras. Le lendemain, il n'y avait plus le bébé parce qu'il avait boulotté. Tellement c'était l'horreur ce qui se passait à Leningrad. Et il disait, nous, voilà ce qu'on a eu, et vous, vous avez été préservés. Et on vous aime comme ça, mais vous nous avez tous eus avec votre Révolution française, votre Napoléon. Nous sommes vos héritiers, et vous n'avez pas compris que c'est vous qui nous avez produit tout ça. Et aujourd'hui, avec l'échec de la révolution bolchevique, c'est la Révolution française qui a été attaquée. Et je voudrais vous dire que je suis tout à fait d'accord, et que si on n'analyse pas ce qui se passe aujourd'hui avec le hollandisme triomphant, et derrière le hollandisme, c'est le mitterrandisme croupissant, c'est-à-dire la possibilité qui a été tentée par la social-démocratie d'instaurer à travers l'Europe un modèle alternatif à un socialisme qui ne pouvait plus dire son nom, mais qui n'était en fait qu'un capitalisme. Aujourd'hui, ce modèle est en train de s'écrouler. L'écroulement de l'Europe, c'est l'écroulement de toute une stratégie de substitution à la révolution bolchevique et par comment on appelle ça, ça y est, excusez-moi, de temps en temps, la fatigue vient. Alors, vous voyez, donc on en est là. Mais si on reste dans cette idée, nous sommes donc, il faut regarder les choses en se disant que nous sommes dans une période historique où le leurre, en quelque sorte, qu'a été la possibilité de créer non pas un socialisme, mais un modèle de substitution à la révolution contre le capitalisme que représentait l'Union soviétique, que représentaient d'autres expériences, et qui a été représenté par l'Europe avec ces leurres de substitution. On dit, si vous voulez, le leurre de substitution, c'est le socialisme moral avec Coluche et le socialisme mafioteur avec Tapie. C'est les restaurants du cœur et la lutte antiraciste, et de l'autre côté le passage, tout a été organisé de telle sorte qu'on a repris l'histoire de France, on l'a mémorisée, on l'a transformée, l'histoire, pour la faire devenir en quelque sorte, pour vider la Révolution française. Et c'est pas un hasard si en 89 Furet, on a parlé de Furet tout à l'heure, mais si on nous vide en même temps la Révolution française. Donc nous sommes, nous, dans cette situation-là. Et nous sommes, par rapport, il me semble que par rapport à ça, nous ne voyons pas ce qui en fait me semble déterminant, c'est-à-dire que la crise du capitalisme, Rémi en a beaucoup parlé, Jean et Georges aussi, la crise du capitalisme, pour moi,
d'une certaine mesure, dans sa forme en tant que crise, elle peut remonter, on peut la faire remonter à la crise de la Première Guerre mondiale, avec ce que Lénine appelle l'impérialisme, sens suprême du capitalisme, le rôle des monopoles et la financiarisation et le partage du monde néocolonial et la mise en concurrence, je cite, hein, c'est ça l'impérialisme, sens suprême du capitalisme. On en est là. Et on continue, et il y a tout le temps cet effet de tentative de survie, mais ne vous étonnez pas, hein, je ne vous promets pas ça, mais le passage du féodalisme au capitalisme, ça a duré 6 siècles. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans des périodes de convulsion, et si on reprend ça, nous sommes devant une situation où le capitalisme et ses élites n'ont de cesse de démontrer l'inutilité de toute révolution, voir leur caractère nocif ou comment y échapper. Il n'y a pas que l'URSS. C'est-à-dire comment échapper au caractère nocif de toutes les révolutions, comment s'économiser une révolution au moment même où elle est forte. Donc, si vous voulez, forte de ça, moi il me semble que j'ai mené un combat. On ne peut pas mener tous les combats, hein. On ne peut pas tout faire. Le combat que j'ai privilégié, c'est celui de l'histoire et celui justement de la réestimation des révolutions, la réestimation de ce qui avait été ce qui était en fait à contrario de ce qu'on nous disait, l'Union soviétique, y compris ce qui se passe actuellement en Chine, et sans parler de Cuba, mais aussi la réestimation de notre rôle en tant que Français. Parce que ce qu'il faut bien voir, nous, en tant que Français, c'est que, d'une certaine mesure, l'opération mitterrandienne nous a coupé de la politique, ne nous a pas donné un autre désir politique, un autre besoin politique. Elle nous a appris le cynisme, elle nous a appris des manipulations. Là, regardez, nous avons devant nous un gouvernement qui paraît culminer dans tous les amateurismes, parce que dans le fond, sa seule spécialité, c'est de gagner les élections. À peine vous rentrez à peine Hollande a mis les pieds à l'Élysée, qui se posait la question de comment il ferait le 2017. C'est-à-dire qu'ils sont entièrement dans une espèce de ville politique qui est complètement jouant sur les aspects électoraux et qui, en fait, néglige complètement tout ce qui a fait toujours l'essence du politique, y compris pour le peuple français, qui est l'essence, qui est quand même, notre peuple est un peuple révolutionnaire, qui est resté, vous savez, on dit qu'un peuple qui a fait un jour la révolution ne l'oubliera jamais, parce qu'il a compris le poids des masses. Il a compris comment l'intervention des masses faisait l'histoire. Alors voilà, moi, il me semble que, si vous voulez, grâce à Marianne, on est parti et on a choisi 2 vieilles dames. Hein, qu'est-ce que vous voulez, les jeunes ne le font pas, alors il faut bien que les vieilles dames s'en mêlent. Donc, 2 vieilles dames, enfin Marianne est plus jeune que moi, elle a 15 ans de moins que moi. On est parti sur les routes d'Ukraine, sur les routes, et on interviewait les gens. On interviewait les gens pour leur faire parler de ce qu'ils avaient vécu, de la manière subjective d'avoir vécu la révolution. Et si vous voulez, ce qu'on en a retiré n'a rien à voir. Alors bien sûr, il y a le grand élément, la stabilité. Stabilité de la vie. Quelqu'un qui faisait des études, il sortait des études, il avait un bon boulot. Il était assuré d'avoir un bon boulot. Mais il n'y avait pas que ça. Stabilité des prix. Les prix baissaient. Donc autant de ne pas augmenter, ils baissaient. Mais il y avait plus que ça. Ce qu'il faut voir, c'est que je crois on mesure mal et qu'il y avait aussi toute une réflexion et qu'on retrouve désormais chez les poètes,
chez les écrivains, etc., c'est-à-dire une vie plus riche, plus pleine d'intérêts, d'avenir, de perspectives, tout ce dont notre jeunesse manque. Donc, je ne veux pas vous faire un tableau, d'abord vous n'y croiriez pas, vous avez été tellement rompu depuis 20 ans, on vous répète, c'est la catastrophe. Quand un jeune arrive au parti, on lui dit, il dit, qu'est-ce que c'est être communiste? L'URSS, hein, c'est une catastrophe, oh là là, n'en parlez pas. La Chine, oh là là, une dictature capitaliste. Le Cuba, ne m'en parlez pas, un parti unique. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste des phrases creuses, des grandes idées qui sont dans une espèce de christianisme mal assimilé et très idéaliste, mais il n'y a rien à proposer. Si vous voulez, toutes les propositions, par exemple, on n'ose plus parler de nationalisation. Pourquoi on n'ose plus parler de nationalisation? Est-ce que c'est seulement l'expérience de l'Union soviétique? Pas du tout. C'est celle de Mitterrand. C'est la caricature qui nous a été infligée. Ça y est? Bon, alors je vais arrêter, puisque je croyais être... bon, tant pis. Alors, ce que je voulais vous dire, et j'espère que je l'ai dit pas trop longuement, c'est que je pense qu'il y a un combat pour l'histoire, qu'il n'y a pas de révolution, qu'il n'y a pas de changement politique sans mobilisation d'histoire. Ne le croyez pas, je termine là-dessus, même quand Mitterrand nous fait le numéro d'inventer son modèle alternatif européen, il fait le coup du Panthéon. Quand Hollande met au Panthéon, là dernièrement, il met qui? Tous sauf des communistes, c'est-à-dire qu'il va mobiliser l'histoire en essayant de démolir, chaque fois en essayant de rater les luttes des communistes, les luttes de la résistance, toutes ces luttes, pour les transformer et pour enlever le ferment révolutionnaire. Malheureusement, nous avons un parti communiste qui s'est plié à cette opération et qui aujourd'hui... Alors, un dernier mot, parce que ça j'y tiens. Il a dit une chose très juste. Il a dit que ce n'était pas la question principale d'être dedans ou dehors. Hein? Moi, je vous en supplie. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est que vous arriviez à travailler ensemble. D'ailleurs, je refuse de savoir s'il y a une division quelconque. Quand on me parle, dis-moi, j'en sais rien, je suis d'accord avec tout le monde. Et je suis d'accord, et c'est vrai, parce que je vous ai tous connus à l'intérieur du parti, je suis une vieille dame, hein, je répète, je vous ai tous connus à l'intérieur du parti, et je vais vous dire, mais ça, excusez-moi, je tenais à le dire avant de terminer, il y a quelque chose qui me paraît essentiel. Pourquoi j'ai choisi de retourner au Parti communiste? Pour une raison très simple, c'est qu'il y avait l'expérience du Parti communiste italien. Le Parti communiste italien, il y avait un électeur sur 3 qui votait communiste. Quand la droite du Parti communiste a pris le parti et en a fait la chose, eh bien, il y a des camarades qui sont partis et qui ont prétendu faire des partis, etc. Mais tous ne faisaient qu'une chose. Vous savez, notre parti, c'était l'héritier d'une histoire très longue, des révolutions, des luttes des classes en France, tout ça. Il y a de tout dans le Parti communiste français. Il y avait le syndicalisme révolutionnaire, il y avait les républicains de progrès, il y avait ils n'avaient aucun rapport les uns avec les autres, mais ils avaient une ligne commune. Alors, ça permettait de tenir des gens qui n'avaient rien à faire ensemble, parce qu'ils étaient héritiers des temps divers. Alors moi, je pense que vraiment, c'est pas une affaire de rentrer au parti. Je savais même pas, c'est de la publicité injuste que vous m'avez fait. Franchement, c'est pas terrible, mais enfin, j'y resterai jusqu'à la fin, parce que de toute façon, c'est mon choix. Et je pense que, si vous voulez, par rapport à ça, je pense que ça n'a pas tellement d'importance. L'important, c'est ce qu'on va devoir fabriquer ensemble pour redonner ce sens, cette nécessité aux jeunes générations, parce que c'est ça l'enjeu, d'un parti communiste et des révolutions, parce qu'on est dans la nécessité d'un passage de la fin du capitalisme.